Marie-Antoinette. Elle est entrée dans l'histoire en tant que dernière reine de France. À Versailles, elle vit dans un monde de luxe ostentatoire, de dépenses folles et de plaisir. Mais le roi et la reine seront incapables d'interpréter les signes de leur temps. Humiliée par le peuple, Marie-Antoinette concevra une véritable haine pour la Révolution et jouera un double jeu qui lui sera fatal. Dans les archives, des lettres énigmatiques, secret d'État ou amour clandestine. Nous chercherons à lever le voile sur ces mystères savamment entretenus. Entre guerre et trahison, amour et révolution, le sort de la reine va être scellé. Des dorures de Versailles aux marches de l'échafaud. Telle est la destinée singulière de Marie-Antoinette. Paris, 1791. La France s'est mise à l'heure de la Révolution. Le pouvoir est passé aux mains de l'adversaire. La monarchie est au pied du mur, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la nuit du 21 juin, Louis XVI et Marie-Antoinette prennent la fuite sous une fausse identité. Une évasion conçue et planifiée par la reine en personne. L'orgueilleuse Marie-Antoinette joue le tout pour le tout. Une reine détestée et méprisée qui cherche le salut dans la fuite. Déguisé en bourgeois, le couple royal se prépare à quitter la ville incognito. Vers minuit, le carrosse est prêt à partir. À leur côté, un ami, le comte de Fersen. Une alliance mystérieuse dans ce voyage pour le meilleur ou le pire. Paris dort encore. Mais quelques heures plus tard, on s'apercevra de la disparition de Louis XVI et de sa famille. Un roi et une reine fuient leur peuple. Un régime séculaire est en train de vaciller. Deux ans plus tôt, une révolte tourne à la Révolution. Le peuple prend la Bastille, laisse exploser son mépris pour la noblesse et la monarchie. Les mauvaises récoltes et l'augmentation du prix du pain ont provoqué l'une des plus terribles disettes du XVIIIe siècle. L'armée des pauvres ne cesse de croître. En criant « Nous voulons du pain », les femmes de la halle de Paris marchent sur Versailles. Les mots que la reine aurait prononcés autrefois lui sont à présent renvoyés à la figure. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Le château est assiégé. La famille royale est ramenée à Paris sous les acclamations. Symbole de la monarchie absolue, le château de Versailles n'est plus qu'un décor abandonné. Du jour au lendemain, il a perdu de son éclat. Les privilèges de la noblesse sont abolis, les salles d'apparat du château de Versailles délaissées pour toujours. Marie-Antoinette ne les reverra plus jamais. Pour la monarchie des Bourbons, la danse de la mort a commencé. « 21 juin 1791, 6 heures du matin. Tout semble se dérouler comme prévu. Dans quelques heures à peine, ils espèrent retrouver la garde royale qui les attend en un lieu de rendez-vous secret pour les escorter.
même moment, l'ordre est donné à Paris de rattraper les fugitifs et de les faire arrêter. Arrachée à son univers familier, Marie-Antoinette conçoit une haine de plus en plus grande contre la Révolution et se met à jouer un double jeu dans l'espoir de sauver la couronne. La lutte pour le pouvoir a commencé. Échange d'informations codées, de messages conspirateurs. Dans les archives, nous retrouverons notamment cet appel désespéré à son frère resté à Vienne, l'empereur Léopold II. La marche et les progrès des factieux gagnent avec tant de vitesse à présent que nous croyons bien dangereux de n'y rien opposer. L'Espagne nous a répondu qu'elle nous aiderait de ses forces, si vous, le roi de Sardaigne et les cantons en faisiez autant, et traitiez d'accord et directement avec nous cet objet. Qui était cette femme qui n'a pas vu venir la Révolution? Notre enquête débute à Vienne, le lieu de naissance de Marie-Antoinette. Les archives d'État autrichiennes, 6 étages dédiés à la conservation de documents historiques. L'historien Michael Hochedlinger nous entraîne dans des espaces qui sont généralement fermés au public. Empilés sur d'immenses étagères, les documents des Habsbourg. Ici, nous découvrons la correspondance complète de Marie-Antoinette avec sa famille et notamment les échanges épistolaires entre l'impératrice Marie-Thérèse et sa fille de 20 ans. Des lettres qui révèlent que Vienne connaissait tous les détails de la vie parisienne. Château de Schönbrunn en Autriche, 30 juillet 1775. Votre bonheur ne pourrait que trop changer, et vous, vous précipitez par votre propre faute dans les plus grands malheurs. C'est l'effet de cette terrible dissipation à ne vous appliquer à rien. Vous le reconnaîtrez un jour, mais trop tard. Je ne souhaite pas survivre à ce malheur, et je prie Dieu de trancher mes jours avant qu'il n'arrive. La reine de France ignore les recommandations de sa mère. Elle continue à se divertir, à prendre des libertés avec l'étiquette. Paris a ensorcelé Marie-Antoinette. Une liaison scandaleuse. Elle fait de la nuit une scène, de la vie une mascarade. C'est l'époque du rococo. La mode, le faste, le narcissisme sont les insignes de cette société. C'est la femme qui cherche à triompher, et non la reine. Il n'y a qu'une personne à qui elle montre son vrai visage, le jeune officier suédois Axel de Fersen. Un homme avec qui elle va nouer des liens amicaux et amoureux, et qui, sans le savoir, scellera son destin. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle rentre à Versailles pour accomplir son devoir de reine. Les passages secrets du château, ils ne sont pas ouverts au public. C'est la première fois qu'une équipe est autorisée à filmer les fameux couloirs qui permettaient à Marie-Antoinette de regagner subrepticement sa chambre en évitant les salles d'apparat officielles. Ici, elle doit se prêter à la cérémonie du lever, 2 heures interminables qu'elle vit comme une véritable corvée. Marie-Antoinette n'a pas le goût de la représentation. Le cabinet de la reine, un havre de paix. C'est ici qu'elle vient se reposer après ses nuits étourdissantes, sans se douter qu'à l'extérieur du château, son comportement éveille méfiance et suspicion. Marie-Antoinette a 21 ans.
elle n'a pas répondu à l'idée que les Français se faisaient d'une reine qui devait incarner toutes les vertus domestiques. Donc elle sort, elle s'amuse, elle va au bal, elle joue, elle danse et on pense qu'elle trahit ses devoirs. Et alors c'est à ce moment-là qu'on se rappelle qu'elle est autrichienne et ça constitue contre elle un grief supplémentaire. Autriche, château de Schönbrunn. Le 2 novembre 1755, à Vienne, l'impératrice Marie-Thérèse, épouse de François Ier, donne naissance à sa plus jeune fille, Marie-Antoinette. Entourée de l'affection des siens, la princesse mène d'abord une vie sans contrainte à la cour impériale. Mais la décision de l'impératrice Marie-Thérèse de marier sa fille avec l'héritier du trône de France arrachera la jeune Marie-Antoinette à cette douce insouciance. Un gage destiné à consolider l'alliance conclue entre l'Autriche et la France. La remise de la mariée prend une dimension hautement symbolique. Pour l'occasion, un pavillon a été aménagé sur les îles du Rhin entre Strasbourg et Kiel. Il est divisé en 2 appartements, l'autrichien à l'est et le français à l'ouest. Marie-Antoinette se défait de ses vêtements puis traverse la frontière symbolique. Plus un fil ne doit la rattacher à sa patrie. Alors que la jeune Autrichienne quitte son pays natal, elle croit marcher vers le bonheur et un avenir doré. Elle se prépare à être la future reine de la plus grande monarchie d'Europe. Marie-Antoinette a 14 ans. Marie-Antoinette est arrivée en France parlant français avec l'intention de devenir une véritable Française. Mais elle n'a pas trouvé dans la famille royale française toute l'affection et toute la chaleur qu'elle pensait trouver. Ce sont les tantes de Louis XVI, du futur Louis XVI, qui l'ont surnommée tout de suite l'Autrichienne. En franchissant les grilles du château de Versailles, la jeune Marie-Antoinette découvre le centre européen du pouvoir, de la culture et de l'argent. Elle fait aussi son entrée dans un monde régi par des règles strictes, des contraintes et des intrigues. Après la cérémonie à la chapelle royale, toute la cour semble avoir les yeux rivés sur l'alcôve du dauphin et de son épouse. Mais Marie-Antoinette est face à un homme qui n'a ni les attraits ni l'ardeur virile qu'elle attendait. Le futur Louis XVI est impuissant. Son incapacité à consommer le mariage sonnerait-elle le début de la fin de la monarchie ? Louis XVI s'enferme dans son atelier. Le mariage et le trône, 2 obligations qui lui semblent au-dessus de ses forces. Comment le souverain réussira-t-il à surmonter ses inhibitions? On l'ignore aujourd'hui encore. Quoi qu'il en soit, pendant de longues années, le couple restera sans enfant. Pour le monde politique, c'est une affaire d'État. Pour le couple royal, un cauchemar. Car aux yeux de l'opinion publique, une reine qui ne donne pas d'héritier au royaume n'est pas une reine, mais une maîtresse. Je pense que cela a eu des conséquences dramatiques sur la vie du couple et même sur l'histoire de la France, dans la mesure où Louis XVI, ne parvenant pas à faire de son épouse sa véritable femme, eh bien, elle ne devenait pas non plus la véritable reine et une véritable Française. Après 8 ans de mariage, Marie-Antoinette donne enfin naissance à son premier enfant, remplissant ainsi ses devoirs de femme mariée. Pourtant, son insatiable appétit de vivre la pousse à rechercher des distractions, ce faste qui la grise. Elle se fabrique un bonheur sur mesure en achetant des robes toujours plus chères et des bijoux extravagants. La reine mène grand train sans se soucier des dettes qu'elle laisse derrière elle.
Dans les archives, nous avons retrouvé les livres de comptes, où les dépenses royales étaient consignées dans les moindres détails. Ici, des petits échantillons de tissu avec le nom des couturières qui permettaient donc à la dame d'Atour de contrôler la livraison des robes au vu des factures. On a reproché souvent à Marie-Antoinette d'être très dépensière. Les dettes de la reine s'accumulent, ce qui lui vaudra le surnom de Madame Déficit. En 1785 éclate l'affaire du collier. Abusant de la naïveté d'un intermédiaire, des escrocs négocient au nom de Marie-Antoinette l'achat d'un bijou composé de 156 diamants, l'équivalent de 5 millions d'euros actuels. La signature de Marie-Antoinette, qui figure au bas du contrat de vente, est une imitation, car la souveraine ignore tout de ce marché. Et lorsque la supercherie est découverte, il est déjà trop tard. Ironie du sort, c'est à Marie-Antoinette et non aux escrocs qu'on attribue la culpabilité. Partout où elle passe, la reine n'essuie que des reproches haineux et des sarcasmes. L'histoire du collier est un scandale épouvantable qui éclabousse à jamais la réputation de la reine. La reine était, selon toute vraisemblance, innocente dans cette affaire, mais elle apparaît à travers les pamphlets comme véritablement une femme capable de bien des maux. C'est une femme qui n'est pas vertueuse, qui a sans doute trompé son mari et qui est capable de commettre des escroqueries. Et cette affaire jette sur la monarchie un opprobre épouvantable. 21 juin 1791. Cela fait 18 heures que la famille royale a quitté Paris. Elle n'est plus qu'à 70 km de sa destination finale. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Ils ont accumulé un retard important. Les gardes révolutionnaires sont à leur trousse, sans compter que le roi a été reconnu à plusieurs reprises. Sur le papier, tout semblait pourtant simple. L'idée était de quitter Paris pour une place forte près de la frontière avec les Pays-Bas autrichiens et d'y organiser la restauration de l'Ancien Régime. Montmédy, à 290 km de Paris. C'est là que le voyage devait se terminer. Mais le sort en a décidé autrement. Varennes en Argonne, dans le nord-est de la France. Une localité endormie entourée de forêts. Plus rien ne rappelle qu'elle a changé le cours de l'histoire le 21 juin 1791. Pour la famille royale, ce lieu sera à jamais synonyme de tristesse et de désillusion. La route légendaire à l'entrée de la ville. Après 22 heures de voyage, la fuite s'achève brutalement. La Révolution a rattrapé Marie-Antoinette. Volant de relais en relais, la nouvelle de la fuite royale a depuis longtemps devancé les fugitifs. C'est alors qu'il se produit un événement inconcevable auparavant. Le plus puissant souverain d'Europe est arrêté, non pas par des soldats, mais par de simples villageois. Déguisements, faux papiers sont autant de preuves grotesques de sa déchéance. L'inviolabilité de la couronne, un étrange jeu de dupes. La fuite qui s'achève à Varennes de façon tragique marque un tournant très important dans l'histoire de la Révolution, dans l'histoire de Louis XVI et dans celle de Marie-Antoinette, bien entendu. Cela prouve que le roi et la reine, depuis octobre 1789, jouent un double jeu et n'ont jamais cautionné la Révolution. Au contraire, ils veulent reprendre le pouvoir qui était le leur
avant les journées de 1789. La reconquête du pouvoir a échoué. Considérés comme des traîtres à la nation française, Louis XVI et Marie-Antoinette sont ramenés aux Tuileries et gardés à vue. Leur situation s'est considérablement aggravée par rapport à ce qu'elle était avant le 21 juin. Désespérée, Marie-Antoinette écrit clandestinement à son ami le comte de Fersen, qui s'est réfugié à Bruxelles. Un jeu dangereux, car depuis la tentative de fuite de la famille royale, le comte de Fersen figure sur la liste noire des révolutionnaires. Le ciel permettra que cette lettre vous arrive. Ne m'écrivez pas, ce serait nous exposer. Et surtout, ne revenez pas ici, sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Cela m'est égal. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les lettres resteront introuvables. Ce n'est qu'en 1877 qu'un descendant du comte de Fersen publiera des copies censurées de la correspondance et détruira les originaux. Londres, 1982. La célèbre maison Christie's met en vente 4 lettres écrites par la dernière reine de France. De quoi mettre en émoi le monde des historiens. Émaillées de très nombreuses ratures, ces lettres sont adressées au comte de Fersen. Ce sont finalement les Archives nationales de Paris qui remporteront les enchères. Les mystérieux documents sont aujourd'hui précieusement conservés au musée de l'Histoire de France. Mais quelle est cette affaire qui ne devait s'ébruiter sous aucun prétexte? Personne n'a encore réussi à déchiffrer les passages raturés. Les historiens restent divisés. Une chose est sûre, les ratures ont été faites d'une main experte. Que contiennent ces passages cachés? Secret d'État ou secret d'alcôve? Les deux hypothèses ont été avancées, mais elles n'ont jamais été confirmées. Nous avons confié à un laboratoire suisse la mission d'analyser ces manuscrits. Criminologue de formation, l'expert Marcel Widmer réussira-t-il à transformer les suppositions en certitudes? Examen au microscope avec différents filtres de couleurs, numérisation de l'image en haute définition, photographie infrarouge et aux ultraviolets. Autant de techniques qui pourraient permettre de différencier l'encre d'origine de celle des ratures. À la lumière infrarouge, le contraste entre les deux encres utilisées apparaît en partie. Mais on est encore loin du compte. L'analyse des documents va maintenant se poursuivre en laboratoire. Elle devrait prendre plusieurs semaines. Paris, juillet 1791. L'un des opposants les plus farouches à Marie-Antoinette entre en scène. Son nom, Jacques-René Hébert. Journaliste et révolutionnaire, il se sert de sa publication « Le Père Duchesne » pour manipuler les masses. Dans ses pamphlets contre la femme du roi, il se déchaîne contre celle qu'il appelle la putain autrichienne, la louve, la nouvelle Médicis. Le peuple est en pleine effervescence. Il voit dans la fuite de l'autrichienne et du roi une trahison. Les appels à la destitution de la monarchie et à la mise en place d'une république se font de plus en plus pressants.
Septembre 1791. Pour Louis XVI, le risque d'être happé à son tour par le tourbillon meurtrier de la Révolution s'accroît de jour en jour. Tandis que les partis modérés cherchent à sauver la monarchie, les révolutionnaires de gauche réclament la destitution du roi avec véhémence. Le 3 septembre 1791, la majorité modérée de l'Assemblée adopte une charte entérinant la monarchie constitutionnelle, un régime parlementaire avec Louis XVI à sa tête. Excite le souverain de droit divin. La légitimité du souverain réside désormais dans la nation elle-même. C'est un tournant dans l'histoire de la France. Un monarque le dos au mur. Jamais un roi de France n'avait été confronté à une telle situation. Le 14 septembre 1791, Louis XVI prête serment de fidélité à la Constitution de la France révolutionnaire, sonnant ainsi le glas de la monarchie absolue. Il était un roi sacré, un roi de droit divin, un roi qui recevait le corps mystique de la nation, qui devenait le sien propre par le sacre de Reims. Il était cela, et il devient quoi maintenant? Un fonctionnaire. Il ne peut pas l'admettre. Dans la lutte pour le pouvoir, Marie-Antoinette n'a pas dit son dernier mot. Elle choisit la fuite en avant et prend l'initiative de préparer un complot contre-révolutionnaire. Son objectif est d'empêcher coûte que coûte la mise en place de la nouvelle Constitution. Pour arriver à ses fins, elle tente de manipuler le jeune Antoine Barnave. Enflammé par l'idée révolutionnaire, Barnave essaye de convaincre la reine du bien fondé du nouveau régime. Marie-Antoinette donne des signes de bonne volonté, mais ce n'est qu'une feinte pour gagner du temps. Pour tromper l'adversaire, elle accepte même d'intercéder auprès de son frère, Léopold II, pour qu'il reconnaisse officiellement le nouvel ordre des choses. Mais son véritable dessein était ailleurs. Marie-Antoinette commence à bombarder son frère de lettres, où elle lui fait part de sa détresse. Dans un premier temps, il n'y a que très peu de réactions. L'Autriche étant elle-même confrontée à une crise intérieure et extérieure. Il faudra attendre le milieu de l'année 1791 pour que ça change. Du coup, les lettres de Marie-Antoinette ne font qu'importuner Léopold II. En 1789, Vienne a également adopté un programme politique très ferme vis-à-vis de la France. La non-intervention. C'est la ligne directrice de la politique étrangère autrichienne. La Révolution française inquiète les monarchies européennes, mais les souverains ne peuvent se décider à intervenir à ce moment-là. Vienne ne réagit donc pas, du moins dans un premier temps. Léopold II semble même indifférent au sort de sa sœur. Nous feuilletons les archives de 1791. 2 jours après avoir incité son frère à reconnaître le nouveau système politique français, Marie-Antoinette lui fait savoir qu'elle jouait la comédie. J'ai cru devoir céder au désir des chefs de parti. Mais il est extrêmement important pour moi qu'au moins pendant un temps, ils croient que je suis de leur avis. Il faut à tout prix gagner du temps. Les messages codés révèlent ce que Marie-Antoinette voulait réellement, organiser la contre-révolution depuis l'étranger. Nous n'avons donc plus de ressources que dans les puissances étrangères. Il faut à tout prix qu'elles viennent à notre secours. Trahison ou simple désespoir? Nous avons posé la question à une graphologue spécialisée dans l'étude de manuscrits historiques. Le graphisme révèle de très nombreux clivages, mais cette aliénation, du moins accompagnée d'une perte du contact avec la réalité, s'est déjà esquissée plusieurs années auparavant. Il est donc tout à fait possible qu'elle joue un double jeu dont elle n'aurait même pas conscience. Sa main droite ne sait pas ce que fait sa main gauche.
Ce clivage se répercute sur le graphisme, mais aussi sur son comportement en général. Regardez tous ces clivages. L'écriture est très hachée. C'est une écriture poussive sur le plan intellectuel et psychique. Marie-Antoinette n'avait rien d'un stratège. Il lui manquait pour cela l'acuité intellectuelle. Marie-Antoinette ne sait plus quelle attitude adopter, ni ce qu'elle doit dire. Plus elle regarde la France, plus elle la hait et la méprise. Sa vie est un enfer. Réfugié à Bruxelles, le comte de Fersen reçoit un anneau où l'inscription suivante a été gravée « Lâche qu'il abandonne ». Cela l'incite à rejoindre Paris, au péril de sa vie. Le 13 février 1792, il arrive au palais sans être reconnu et se rend dans les appartements de la reine. Il repartira le lendemain. Un adieu à jamais. Dans son journal, le comte notera simplement « Restez là ». Il est impossible de dire ce qui a pu se passer dans la nuit du 14 février 1792 lorsque Fersen est revenu en secret voir Marie-Antoinette et qu'il a passé 2 jours dans ses appartements. Personne ne peut nous le dire, il a simplement écrit dans son journal « Restez là ». Et ensuite ça a été barré. Mais « Restez là » signifiait pour Fersen souvent qu'il avait couché avec. Il flotte comme un parfum de scandale autour du comte de Fersen et de la dernière reine de France. À Zurich, le graphologue et criminologue Marcel Widmer tente de découvrir ce qui se cache sous les ratures. Pourtant, même en agrandissant au maximum la taille de l'image, on ne gagne pas en lisibilité. Il apparaît clairement que 2 instruments d'écriture différents ont été utilisés. Le problème, c'est que les passages raturés ne sont pas reconnaissables, car ils ont été recouverts avec une précision extrême. Grâce au logiciel de retouche d'image, il est possible de faire ressortir la teinte du texte d'origine. Très reconnaissables, les hampes ascendantes et descendantes nous donnent quelques indices sur les mots tracés à l'origine. Toutes les conditions pour une analyse graphologique semblent réunies. En avançant à tout petits pas, on peut maintenant essayer de faire apparaître des sections isolées et de reconstituer des mots. La plus grande difficulté que je rencontre dans cette analyse graphologique, c'est que l'écriture de Marie-Antoinette est très discontinue. En clair, les lettres N, M et U sont pratiquement tracées de la même façon. Il n'est possible de les reconnaître que dans le contexte du mot. Des lettres ont été isolées. Elles pourraient servir de référence pour le déchiffrage des passages raturés. Si l'on examine les 4 lettres dans leur ensemble, ainsi que les parties raturées, on peut pratiquement exclure que Marie-Antoinette a fait ça de sa main. Ce raturage ciblé, ce cryptage exécuté avec une rare méticulosité, révèle qu'on a voulu occulter un texte explosif. En fin de compte, les mots resteront muets. Le cryptage est parfait, le secret inviolable. Le mystère autour de ce grand amour réel ou supposé reste donc entier. Avril 1792, l'Autriche s'allie à la Prusse contre la France révolutionnaire. 2 semaines plus tard, la réponse tombe comme un couperet.
la France déclare la guerre à l'Autriche et essuie sa première défaite près de Lille. Pendant ces semaines de guerre, Marie-Antoinette n'hésitera pas à trahir sa patrie. Dans une lettre codée, elle transmet à l'Autriche les plans de bataille des Français. Monsieur Dumouriez a le projet de commencer ici par le premier une attaque de la Savoie et une autre par le pays de Liège. C'est l'armée de Lafayette qui doit servir à cette dernière attaque. Voilà le résultat du conseil d'hier. Il est bon de connaître ce projet pour se tenir sur ses gardes et prendre toutes les mesures convenables. La lettre du 26 mars a surtout une portée symbolique. Elle est la preuve écrite de la trahison de la reine. Cette lettre ne révèle rien d'important sur le plan militaire, mais elle symbolise la trahison de Marie-Antoinette. Pour elle, ce n'est pas une trahison, car ce n'est pas la véritable France qu'elle trahit. À l'époque, les révolutionnaires n'avaient pas réussi à mettre la main sur cette lettre chiffrée. Elle se trouve aujourd'hui aux archives de Vienne. Voici comment le code fonctionne. Le système de cryptage utilisé est celui de Wigener. Pour chacune des lettres, il y a 26 possibilités de chiffrement. Pour savoir quel est le texte clair qui se cache derrière le texte crypté, il faut disposer du mot de passe. Marie-Antoinette a choisi « beauté ». Dans un premier temps, nous inscrivons « beauté » au-dessus du message. Si on applique à ce mot-clé la table de Wigener, le texte codé se transforme, lettre après lettre, en texte intelligible. La reine est une Autrichienne, qu'elle a formé autour d'elle un comité, le comité autrichien, et qu'elle fournit énormément d'informations, d'abord à son frère, puis ensuite à ses frères, puis ensuite à son neveu. Et c'est cette impression dans Paris et dans la France tout entière que la reine trahit, qui finalement est encore plus importante que la trahison elle-même, que l'on ne pourra pas d'ailleurs prouver par la suite. La victoire militaire de l'Autriche attise encore plus la haine des Français. Marie-Antoinette est accusée d'avoir pris la tête d'un complot contre la Révolution. De l'Assemblée nationale s'élève la clameur « La patrie est en danger ». La guillotine est utilisée pour la première fois comme machine à tuer. Bruxelles, quartier général de la coalition. Le comte de Fersen reçoit un dernier message écrit de Marie-Antoinette. Un appel à l'aide désespéré. Depuis un certain temps déjà, les messages secrets en provenance de Paris ne sont plus que des cris d'effroi à l'état pur. Dites donc à Monsieur de Mercy que les jours du roi et de la reine sont dans le plus grand danger, qu'un délai d'1 jour peut produire des malheurs incalculables, qu'il faut envoyer le manifeste sur le champ. La troupe des assassins grossit sans cesse. Dans l'espoir de sauver la reine, Fersen commet une erreur lourde de conséquences. Il décide de jouer la carte de l'intimidation, de façon à empêcher toute nouvelle attaque des forces révolutionnaires. Fersen pousse les forces coalisées à publier une déclaration officielle aux habitants de France. Connue dans l'histoire sous le nom de Manifeste du duc de Brunswick, elle précipitera la chute du couple royal. Juillet 1792. Le fameux manifeste promet en substance de livrer Paris à une exécution militaire et à une subversion totale si la famille royale recevait la moindre atteinte. Il est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg. Le manifeste de Brunswick a une importance énorme. Pour Marie-Antoinette d'abord, pour le reste de la Révolution ensuite. On était persuadé que la reine trahissait, eh bien on en a la preuve maintenant. Brunswick, que dit-il? Brunswick dit, si vous touchez au roi, à la reine et à la famille royale, vous serez tous passés par les armes. Cela prouve bien la collusion entre les coalisés et le roi et la reine de France. Paris, 10 août 1792. Le peuple prend sa revanche. 2 semaines après la publication du manifeste de Brunswick, les Parisiens, en colère, assiègent les Tuileries. Le roi Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont arrêtés. Jamais les chances de sauver la monarchie n'ont été aussi minces.
Le peuple est prêt à tout pour défendre les acquis de la Révolution, d'autant que la menace extérieure renforce la conscience nationale. Dans un élan patriotique, les fédérés de province déferlent sur Paris. La Marseillaise, le chant de l'armée du Rhin, devient l'hymne de la liberté et accompagne la marche triomphale de la Révolution. En 1792, l'armée française l'emporte sur les troupes autrichiennes et prussiennes. La victoire de Valmy déclenche une vague d'euphorie dans le pays. Le 21 septembre, on annonce la fin de la monarchie. Le roi Louis XVI devient le citoyen Louis Capet. Pour les prisonniers, la proclamation de la République fait l'effet d'une condamnation à mort anticipée. Pour les révolutionnaires, elle sonne l'heure du renouveau. Dorénavant, les aiguilles tournent autrement. On introduit le temps décimal, symbole du passage à une époque nouvelle. L'une des 3 dernières horloges révolutionnaires est conservée au musée Carnavalet. Une fois encore, un horloger nous fait vivre au rythme de la Révolution. La journée à 10 heures, l'heure 100 minutes, la minute 100 secondes. Les rouages de la République sont parfaitement huilés. Nous sommes le 11 décembre 1792. Le calendrier révolutionnaire indique prix midi, 21 frimaire de l'an 1. La jeune République passe à l'action. Les chefs d'accusation sont réunis. La conspiration de Louis Capet avec l'ennemi est considérée comme avérée, ce qui rend le procès du roi inévitable. Louis XVI comparaîtra pour haute trahison. Louis, le peuple français vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes pour établir votre tyrannie en détruisant sa liberté. La mort! La mort! La mort! Les preuves sont accablantes. Mais l'objectif de ce procès est aussi de faire un exemple. Face aux accusations, le roi se mure dans le silence et nie tout en bloc. Il sera finalement condamné à la peine de mort à l'issue d'un vote nominal par une courte majorité des députés. Le jugement est prononcé le 17 janvier 1793. 4 jours plus tard, le roi est exécuté sur la place de la Révolution. Le roi est mort, vive le roi. Cette loi d'airain appartient désormais au passé. Le jour même, Marie-Antoinette est séparée de son fils. La Conciergerie à Paris. Un des rares lieux qui rappelle encore l'horreur de la Révolution. Pour Marie-Antoinette, c'est la dernière étape avant la guillotine. 2600 autres prisonniers attendent ici leur condamnation. Pour les Parisiens de l'époque, la Conciergerie était l'antichambre de l'échafaud. Pour l'actuelle ville de Paris, c'est une importante source de revenus. De nombreux touristes se pressent chaque jour pour visiter le cachot de la reine. La mise en scène ne donne qu'une vague idée de l'ambiance qui y régnait à l'époque. Marie-Antoinette va passer 3 mois en cellule individuelle. Elle est surveillée 24 heures sur 24. Sa fenêtre a même été murée. En août 1793, il se trame à la Conciergerie une affaire dont le mystère est encore entier.
Elle entrera dans l'histoire sous le nom de complot de l'œillet. Des partisans de la monarchie font une dernière tentative pour sauver leur reine. Des gardiens sont soudoyés. Un homme laisse discrètement tomber un œillet à travers les barreaux de la cellule. Dans les pétales de la fleur, un billet qui fait part à la reine d'un projet d'enlèvement. Sur un morceau de papier, Marie-Antoinette écrit à l'aide d'une épingle: Je m'en remets à vous. Je viendrai. Mais la réponse est interceptée. Déjà le bruit court qu'une nouvelle conspiration a été ourdie pour restaurer la monarchie. Ce billet perforé de petits trous arrive à point nommé pour ceux qui réclament la tête de la reine. Au matin du 14 octobre 1793, s'ouvre le procès de Marie-Antoinette. Accusée d'avoir trahi la France, elle se présente devant ses juges, la tête haute. À l'intérieur de la conciergerie, la pièce où le tribunal révolutionnaire se réunissait. Elle est toujours utilisée comme salle d'audience. Au musée de l'Histoire de France, nous retrouvons le dossier du procès de la veuve Capet. Exposé que suivant un décret de la Convention du 1er août dernier, Marie-Antoinette, veuve du Louis Capet, a été traduite au tribunal révolutionnaire comme prévenue d'avoir conspiré contre la France. Rien ne lui est épargné. Jacques-René Hébert, son pire ennemi, comparaît comme témoin. C'est lui qui porte contre la reine l'accusation d'inceste. La reine est une femme, et non une femme monstrueuse. Une femme qui a commis l'inceste avec son fils. C'est la désacraliser, c'est la transformer en un monstre. Mais c'est continuer à dire ce qui a été dit auparavant. Avant la Révolution déjà, la reine apparaît comme une louve insatiable. Hébert veut détruire la reine, mais aussi la femme. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Il va donc jusqu'à fournir un procès verbal où le petit Louis accuse sa mère de l'avoir initié à la sexualité. Pendant des jours et des jours, Hébert avait fait pression sur le jeune garçon pour qu'il signe le document. Dans le dossier, la signature maladroite de l'enfant qui a été obligé de trahir sa mère. Dans l'idée vraiment des Français, elle est monstrueuse. Et ajouter encore à cela l'inceste, ça ne fait que confirmer ce que les gens croient. C'est pour ce qu'elle représente aux yeux du peuple que Marie-Antoinette a été reconnue coupable. Les accusations d'inceste et de conspiration avec l'ennemi n'étaient que des prétextes dans une parodie de procès. Ses avocats ont beau souligner l'absence de preuves, la reine est condamnée à mort pour haute trahison. L'exécution est fixée au lendemain. Une lettre à sa belle-sœur. C'est le dernier document écrit de la main de Marie-Antoinette, la veille de son exécution. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse. Elle ne l'est que pour les criminels. On aurait pu s'attendre à ce que cette lettre rédigée par la reine, la veille de son exécution, laisse transparaître une plus grande fébrilité, une plus grande nervosité. On est étonné de voir que Marie-Antoinette n'est pas aussi accablée, aussi épuisée qu'on aurait pu l'imaginer. Aucun changement dans l'écriture. Seul le contenu de la lettre nous éclaire un peu. Marie-Antoinette n'entendait pas se justifier ou laisser un message à la postérité, mais simplement faire ses adieux à ceux qu'elle aimait. J'avais des amis. L'idée d'en être séparée pour jamais et leur peine sont l'un des plus grands regrets que j'emporte en mourant.
Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu. Cette nuit-là, à la conciergerie, elle s'est définitivement débarrassée de l'encombrante fonction de reine. La dernière lettre a été écrite. Il n'y a plus qu'à attendre la mort. Les mains liées, vêtues de la robe du condamné. Ce n'est pas la reine, mais la pénitente qui doit se présenter une dernière fois au peuple. Sa vie, qui avait commencé dans un décor de conte de fées, s'achève sur l'échafaud. L'exécution de la reine symbolise l'apogée et la noirceur de la Révolution. La terreur projette déjà son ombre fatale. Chaque jour, des centaines de personnes meurent guillotinées. Bientôt, la Révolution dévorera ses propres enfants. 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est exécutée. Elle a 38 ans. La cathédrale de Saint-Denis, un monument et une tombe en hommage à la dernière reine de France. Ils ont été érigés 22 ans après la mort de Marie-Antoinette. Suicide, accident ou assassinat. La semaine prochaine, l'aventure humaine se penchera sur la mort restée mystérieuse de Louis II de Bavière. Mécène de Richard Wagner, amateur d'art et d'architecture, ce monarque fantasque et illuminé fut déclaré fou avant d'être retrouvé mort, noyé. Enquête, la semaine prochaine, dans l'aventure humaine. Paris, 1791. La France s'est mise à l'heure de la Révolution. Le pouvoir est passé aux mains de l'adversaire. La monarchie est au pied du mur, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la nuit du 21 juin, Louis XVI et Marie-Antoinette prennent la fuite sous une fausse identité. Une évasion conçue et planifiée par la reine en personne. L'orgueilleuse Marie-Antoinette joue le tout pour le tout. Une reine détestée et méprisée qui cherche le salut dans la fuite. Déguisé en bourgeois, le couple royal se prépare à quitter la ville incognito. Vers minuit, le carrosse est prêt à partir. À leur côté, un ami, le comte de Fersen. Une alliance mystérieuse dans ce voyage pour le meilleur ou le pire. Paris dort encore. Mais quelques heures plus tard, on s'apercevra de la disparition de Louis XVI et de sa famille. Un roi et une reine fuient leur peuple. Un régime séculaire est en train de vaciller. Deux ans plus tôt, une révolte tourne à la Révolution. Le peuple prend la Bastille, laisse exploser son mépris pour la noblesse et la monarchie. Les mauvaises récoltes et l'augmentation du prix du pain ont provoqué l'une des plus terribles disettes du XVIIIe siècle.
L'armée des pauvres ne cesse de croître. En criant « Nous voulons du pain », les femmes de la halle de Paris marchent sur Versailles. Les mots que la reine aurait prononcés autrefois lui sont à présent renvoyés à la figure. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Le château est assiégé. La famille royale est ramenée à Paris sous les acclamations. Symbole de la monarchie absolue, le château de Versailles n'est plus qu'un décor abandonné. Du jour au lendemain, il a perdu de son éclat. Les privilèges de la noblesse sont abolis, les salles d'apparat du château de Versailles délaissées pour toujours. Marie-Antoinette ne les reverra plus jamais. Pour la monarchie des Bourbons, la danse de la mort a commencé. « 21 juin 1791, 6 heures du matin. Tout semble se dérouler comme prévu. Dans quelques heures à peine, ils espèrent retrouver la garde royale qui les attend en un lieu de rendez-vous secret pour les escorter. Marie-Antoinette. Elle est entrée dans l'histoire en tant que dernière reine de France. À Versailles, elle vit dans un monde de luxe ostentatoire, de dépenses folles et de plaisir. Mais le roi et la reine seront incapables d'interpréter les signes de leur temps. Humiliée par le peuple, Marie-Antoinette concevra une véritable haine pour la Révolution et jouera un double jeu qui lui sera fatal. Dans les archives, des lettres énigmatiques, secret d'État ou amour clandestine. Nous chercherons à lever le voile sur ces mystères savamment entretenus. Entre guerre et trahison, amour et révolution, le sort de la reine va être scellé. Des dorures de Versailles aux marches de l'échafaud. Telle est la destinée singulière de Marie-Antoinette. Au même moment, l'ordre est donné à Paris de rattraper les fugitifs et de les faire arrêter. Arrachée à son univers familier, Marie-Antoinette conçoit une haine de plus en plus grande contre la Révolution et se met à jouer un double jeu dans l'espoir de sauver la couronne. La lutte pour le pouvoir a commencé. Échange d'informations codées, de messages conspirateurs. Dans les archives, nous retrouverons notamment cet appel désespéré à son frère resté à Vienne, l'empereur Léopold II. La marche et les progrès des factieux gagnent avec tant de vitesse à présent que nous croyons bien dangereux de n'y rien opposer. L'Espagne nous a répondu qu'elle nous aiderait de ses forces, si vous, le roi de Sardaigne et les cantons en faisiez autant, et traitiez d'accord et directement avec nous cet objet. Qui était cette